Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment est-ce qu'on peut arriver à se faire confiance ? Et comment est-ce qu'on parvient à faire confiance à l'autre, aux autres ? Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, on va justement parler de confiance en soi, de sécurité intérieure. Et j'espère que ça vous plaira. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour ce tout nouvel épisode qui j'espère vous apportera pas mal de clés ou en tout cas pourra peut-être initier quelques réflexions en vous. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la confiance parce que j'en ai pas mal parlé dans la thématique de l'avant-dernier épisode sur prendre le risque d'aimer. Et il y a eu beaucoup de demandes suite à cet épisode justement de pouvoir aborder la notion de confiance, donc c'est chose faite. Vous savez que j'essaye de vous servir au mieux justement aussi pour tous ces sujets. Donc on va parler de confiance et ça tombe en fait extrêmement bien parce que je suis sur un gros dossier personnellement sur le sujet de la confiance en ce moment. Je suis en train de réapprendre à me faire confiance, je suis en train de réapprendre à faire confiance en mon corps, comme je le citais la semaine dernière dans le podcast sur le travail de l'ombre. J'ai vécu des dernières semaines et des derniers mois pas compliqués, pas difficiles, mais assez inconfortables, pendant lesquels j'ai beaucoup perdu confiance en mon corps, en moi, et donc voilà, j'essaye de réapprendre tout ça, d'aller creuser de ce côté-là, et donc j'ai pas mal de choses aussi à vous partager en fait sur ce que j'ai pu découvrir et comprendre sur la confiance. Ce que j'aimerais aborder avant tout, c'est une question qui est beaucoup revenue en fait dans ma vie et dans mon entourage, qui est cette notion de moi je fais confiance à l'autre, mais une fois que je donne ma confiance, faut pas jouer avec, parce qu'une fois que tu as brisé ma confiance, c'est très dur pour la retrouver. C'est un discours que moi j'ai aussi beaucoup servi, bien sûr, et c'est quelque chose vraiment que j'entends beaucoup. Et ça m'a pas mal interpellée parce qu'en fait, quand on y réfléchit, la confiance ce n'est pas quelque chose qu'on donne. La confiance, ce ne sont pas des clés qu'on remet à quelqu'un, par exemple à notre partenaire amoureux quand on est en couple, ou à un ou une amie, ou à un parent, peu importe, ce n'est pas des clés que l'on remet de notre chez nous, de notre intérieur, de notre cœur, en disant « Voilà les clés, je te les passe parce que tu les as méritées, maintenant fais-en ce que tu veux ». C'est pas le double des clés de chez vous, la confiance. Et c'est encore trop perçu comme ça, et tant que ce sera perçu de cette manière-là, on aura l'impression qu'en fait on donne un bout de nous à l'autre, qu'ainsi on prend un risque, et surtout, on attend que l'autre ne fasse pas comme chez lui, mais prenne soin surtout de notre intérieur, n'y fasse surtout pas de dégâts. Donc en fait, pour moi, tant qu'on voit cette confiance comme le double des clés de notre maison, on dépose une attente chez l'autre de « s'il te plaît, ne casse pas tout ». Tant qu'on est dans cette perception-là, tant qu'on est dans ce prisme-là, on n'est pas en confiance. On n'a clairement pas la confiance, et en fait, y a un espèce d'accord tacite entre nous, qui est verbalisé ou pas. Et puis attention, parce que ce contrat que tu brises, une fois qu'il est brisé, sache que tu n'auras plus jamais les clés de chez moi, tu n'auras plus jamais mon estime, et il y aura quelque chose qui va se briser. C'est une version qui est très erronée, je trouve, de la confiance, et surtout, ça crée une espèce de fausse confiance, qui est plutôt, en fait, un faux contrat, un faux agrément, je dirais, je sais même pas trop si ça se dit en français, ça. C'est peut-être un anglicisme, vous m'excuserez. C'est un faux contrat, un faux accord, finalement, de on est d'accord, sans s'être dit de quoi il s'agissait, et moi, je détermine qu'on est d'accord alors qu'on ne sait pas parler des choses. Ça, c'est bourré de tabous, c'est très dangereux dans une relation. Que ce soit une relation de couple, une relation amicale, une relation familiale, de penser qu'on est d'accord sur les mêmes principes, sur les mêmes valeurs, et qu'on a décidé que notre relation se passait comme ça, et qu'à la moindre infraction d'une certaine règle, l'autre ne mérite plus qu'on lui accorde la même confiance, ou la même estime, ou ne mérite plus d'avoir les clés de chez nous, c'est pas de la confiance.
Et si je vous dis ça, c'est parce que je me suis beaucoup trouvée, moi, dans cette configuration-là aussi, où j'ai énormément de mal à faire confiance aux autres, en fait, J'ai eu beaucoup de mal. J'ai été très méfiante parce que j'avais tout le temps l'impression que ce qu'on allait me faire, c'était me trahir. Donc ça, c'est des blessures, c'est des ombres, c'est des blessures notamment, surtout. Puis que je me suis fait avoir, entre guillemets, c'est pas que je me suis fait avoir, c'est que j'ai aussi eu des blessures, évidemment. Je suis pas tombée que sur des personnes qui m'ont voulu du bien au bon moment, à un moment donné. J'ai souffert de certaines choses très douloureuses quand j'étais ado et jeune femme, auprès des hommes. En amitié, j'ai souffert aussi. Bref. Comme tout le monde, en fait. Je pense qu'on a tous des blessures. On a tous des difficultés dans la vie. Il s'avère que moi, ces difficultés-là sont venues appuyer sur des blessures qui n'étaient pas guéries, qui étaient encore très sensibles. Et je me suis dit, en fait, je peux faire confiance à personne. De toute façon, on va me trahir. Ma confiance, je peux pas la donner. Et quand je la donne, j'attends que l'autre en prenne soin plus que tout. Donc en fait, je ne lui donne pas, je lui prête. Je me suis beaucoup trouvée dans cette configuration-là, c'est-à-dire que j'estimais que je donnais les clés. Ainsi, je donnais tout dans la relation. Et en même temps que je donnais tout dans la relation, que ce soit encore une fois une relation amicale ou amoureuse, j'avais constamment des espèces de pensées obsédantes de « et si jamais l'autre me trahit ? Et si l'autre brise ma confiance ?» Et j'avais même, je vais même vous dire pour aller plus loin, je projetais tellement cette ombre-là sur l'autre dans toutes mes relations que j'en étais presque à chercher inconsciemment des occasions de trahison de la part de l'autre. Et donc que la moindre chose que je pouvais interpréter comme étant une confiance brisée, je le prenais comme étant une confiance brisée et je disais « c'est terminé ». Aujourd'hui, moi j'appelle ça un moyen de se saboter soi-même et de saboter soi-même nos relations. Un moyen de ne pas être aimé. J'appelle ça vraiment un moyen de refuser l'amour d'autrui en trouvant la moindre petite excuse pour ne plus être aimé en se disant « tu vois, j'avais bien raison, je le savais ». Il faut vraiment savoir que notre mental, notre ego, etc., toutes les blessures qu'on va porter, vont faire en sorte qu'on va chercher à confirmer nos blessures constamment dans notre vie. Ça va constamment faire en sorte qu'on va chercher à confirmer notre posture de victime. Et pourtant, j'ai pas du tout l'impression d'être une victime, je me suis jamais sentie comme une victime, mais c'est ce que je faisais pourtant. Si on y réfléchit bien, la confiance, c'est pas du tout quelque chose finalement qu'on donne à l'extérieur comme ça, en disant je te file ce petit objet en cristal, puis t'en prends soin s'il te plaît, puis si tu le casses, c'est terminé entre nous. La confiance, finalement, c'est pas vraiment ça. C'est pas du tout un sentiment que vous donnez à l'autre, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. Donc finalement, c'est pas quelque chose que vous donnez et qui peut être brisé, c'est quelque chose que vous créez à l'intérieur de vous, envers quelqu'un, c'est une énergie dans laquelle vous êtes à l'intérieur de vous, envers quelqu'un, et cette énergie à l'intérieur de vous ne dépend que de vous. Donc la confiance que vous éprouvez en quelqu'un va dépendre de ce que cette personne vient pointer chez vous, sur quoi elle vient appuyer. Est-ce que c'est sur des blessures? Est-ce que c'est sur des besoins? Est-ce qu'elle vient vous conforter? Est-ce qu'elle vient appuyer bien comme il faut sur vos valeurs? Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que vous êtes aligné? Mais c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est quelque chose que vous créez à 100%, la confiance. Donc là, j'en vois déjà qui seront pas d'accord avec moi, et c'est ok encore une fois, et je sais qu'il y aura aussi des commentaires sur oui, mais je comprends pas, moi j'ai vécu l'adultère, une fois que la confiance elle est brisée, c'est plus possible, etc., etc. J'ai vécu l'adultère, j'ai vécu plein de situations vraiment douloureuses, même avec mon partenaire actuel, et pourtant, la confiance n'est jamais partie. Pourquoi ? Parce qu'au tout début de notre relation, et même avant, j'ai compris qu'en fait c'était en moi que j'avais besoin d'avoir confiance. C'était à l'intérieur que j'avais besoin de créer et de cultiver cette confiance. Quand l'autre fait quelque chose qui peut, entre guillemets, briser notre confiance, c'est pas la confiance que j'ai forcément en lui, c'est la confiance aussi que j'ai en moi, et c'est le sentiment de sécurité intérieure que j'ai à l'intérieur de moi. C'est mince, il vient de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec les valeurs qu'on était censé avoir ensemble, avec le contrat qu'on avait tacite, entre guillemets, qu'on a ensemble, avec l'accord qu'on a, entre guillemets, ensemble. Et du coup, oulala, je me sens en danger, je me sens plus en sécurité, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'indique que je suis en danger, et du coup, à l'intérieur de moi, je suis en insécurité. Je suis en insécurité de me dire, mince, est-ce que je vais encore avoir mal ? Est-ce que on va m'abandonner ?
Est-ce que je vais souffrir physiquement? Est-ce que je vais souffrir mentalement? Donc en fait, c'est ça, une confiance, entre guillemets, ce qu'on appelle une confiance brisée. Pour moi, c'est finalement un manque de sécurité intérieure qui vient révéler toutes les blessures qu'on peut avoir, en fait, les peurs qu'on peut avoir et les ombres, en fait, auxquelles on ne s'est pas forcément frotté. Donc c'est un sacré travail de l'ombre aussi à faire là-dessus, pour le coup. Bref. Pour moi, la confiance, c'est vraiment ça. Évidemment que par exemple, quand on est en couple et qu'on vit une situation d'adultère, évidemment que peut-être que ça va altérer la confiance qu'on peut placer dans la relation et en l'autre, comme on dit, entre guillemets. Mais encore une fois, moi, je l'ai vécu différemment. À plusieurs reprises, avec différents partenaires, j'ai vécu cette situation-là. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans un état de sécurité intérieure de en fait, attends, ça dépend pas de moi, ça définit pas ma valeur, et puis finalement, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera encore, et puis en fait, il y aura pas de trahison, c'est pas du tout de la trahison, c'est une erreur, il y a ci, il y a ça. Je me suis rendu compte que ça n'altérait absolument pas ma confiance en mon partenaire. La fois où j'ai vécu un adultère avec mon partenaire, ça n'a absolument pas brisé la confiance que j'ai eue en lui. Le lendemain, j'avais autant confiance en lui. Je vous dis pas que j'ai pas souffert, j'ai souffert pendant plusieurs mois, ça a pas été facile, ça m'a fait me remettre beaucoup en question sur plein de choses, mais à aucun moment, je n'ai perdu confiance en lui parce que je n'ai pas perdu confiance en moi, et tout simplement parce qu'en fait, je savais à ce moment-là que c'était une erreur et que ce n'était absolument pas dépendant de ma personne, de moi qui avait été une mauvaise partenaire, une mauvaise copine, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Et donc, pas à un seul moment ne m'est venu à l'idée de, en fait, j'ai peur que ça arrive, je peux plus faire ci, de toute façon, il va aller faire ça, ou il va aller faire ça, ou il va aller faire ça. Quand on est dans cette tyrannie, entre guillemets, de toutes nos peurs qui ressurgissent, etc., de perte de confiance totale en l'autre, pour moi, il y a deux raisons possibles. La première, c'est le manque de sécurité intérieure qu'on a en nous. Je parle même pas que de confiance en soi, hein. Là je parle de confiance en termes de sécurité intérieure, j'y reviendrai. Mais ça peut être aussi le fait qu'on ne se sente pas sécurisé dans la relation. Alors peut-être parce que c'est pas le bon partenaire, peut-être parce qu'on a aussi un partenaire qui est toxique, il faut être lucide là-dessus, mais peut-être aussi tout simplement parce qu'on ne se sent pas sécurisé dans la relation, parce que justement toutes nos blessures ressortent et qu'on est quelqu'un qui ne se sent jamais à la hauteur, qui a tout le temps peur d'être abandonné, qui manque d'estime de soi, qui place l'autre sur un piédestal. C'est encore une fois toutes ces blessures. Donc en fait, cette confiance, ce n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qu'on va ressentir à l'intérieur. Et encore une fois, c'est une sécurité intérieure qu'on va créer. Pour la petite info, un peu plus scientifique entre guillemets, la sécurité intérieure va être liée à tout le travail que vous allez fournir sur vos traumas, sur vos ombres, sur vos blessures, sur votre passif, sur votre transgénérationnel, très profondément. Et ça va être lié également à votre physiologie, donc également au corps et notamment à votre nerf vague. Vous pourrez vous intéresser notamment aux travaux sur la théorie polyvagale, c'est une théorie que je trouvais extrêmement intéressante en fait, qui explique notamment que donc notre nerf vague en fait c'est le plus long nerf crânien qu'on a en fait, hein, qui est très très long, qui passe voilà, sur les côtés du crâne, tout le long du corps, etc., jusqu'au ventre, et qui va activer, donc par des neurotransmetteurs, etc., réguler le système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le système dans lequel on est détendu, relaxé, etc. Au contraire, le système sympathique, c'est le système pendant lequel on est stressé, qu'on est en mode vivre ou mourir, quoi, survie. On est en mode survie, je vais plutôt appeler ça comme ça, on est en mode survie. Et donc ce nerf vague, en fait, il est responsable notamment donc de notre état de stress, notre état de sécurité. Je vous en ai déjà parlé, vous savez que les pensées qu'on va avoir va créer aussi notre état émotionnel et comment on va se sentir dans notre corps. Donc si j'entretiens des tas de pensées obsédantes, effrayantes, etc., je vais commencer à ressentir de la peur, puis je vais commencer à transpirer, etc. Donc on est sur une information qui est descendante. Mais il faut savoir que l'inverse est encore plus immense. L'inverse est encore plus fréquent, encore plus courant, c'est-à-dire que le corps envoie des signaux de manière ascendante à notre cerveau. Et ça passe notamment par le nerf vagal, le nerf vague en fait. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans une physiologie où vous respirez de manière très saccadée, uniquement par le thorax, que vous êtes presque en apnée parce que vous respirez à peine, que vous êtes tout le temps en train de vous agiter par exemple, des choses comme ça, que vous êtes même très fatigué ou autre, ça met votre corps dans un état de stress notamment. Le nerf vagal, le nerf vague n'est pas bien stimulé. J'essaie vraiment de vulgariser pour que ce soit compréhensible par la plupart des gens, mais il y a des gens qui parlent de la théorie vagale bien mieux que moi, hein, je vous rassure. Vraiment, je vous invite à vous renseigner là-dessus, je suis loin d'être une experte.
Et donc bref, quand ce nerf vague n'est pas bien stimulé, entre guillemets, ça va envoyer justement des signaux de stress au cerveau. La manière dont vous vous sentez dans votre corps, donc votre physiologie, va envoyer des signaux et va envoyer des informations à votre cerveau. C'est aussi ce qui fait que du coup, la manière dont vous vous sentez dans votre corps va aussi déterminer vos pensées. Donc l'information peut être descendante, par exemple comme explique le modèle de Brooke Castillo, mais ça peut être également ascendante, et c'est énormément ascendant, justement. Et c'est aussi des choses qui se comprennent par le nerf vague. Bref, ce nerf vague, il est très très responsable de la sécurité intérieure qu'on peut avoir. Quand on stimule, en fait, le fait de bien stimuler le nerf vague et de le stimuler de la bonne manière, et il y a des exercices pour ça que je peux vous partager par exemple, on va favoriser un état de sécurité intérieure, un état de détente intérieure. On passe sur le système parasympathique, qui est le système qui nous permet de nous détendre et de digérer, etc., etc. Et quand on est dans un manque de sécurité intérieure constant, quand on est dans un état de stress constant, on est en mode survie constamment, autant vous dire qu'on est stressé constamment, qu'on est dans une insécurité permanente et que du coup ça va alimenter et nourrir des informations de danger et d'insécurité, ce qui va nous provoquer aussi des pensées de danger et d'insécurité et de paranoïa, etc., etc. Donc les pensées un peu obsédantes, très stressantes, de paranoïa, de manque de sécurité qu'on peut avoir peuvent être complètement liées à ce qui se passe dans notre corps, aussi bien au niveau sanguin, physiologique, les carences qu'on peut avoir, et aussi à notre nerf vague, et à notre système digestif, et à tout ça, parce que tout est lié aussi de toute façon par le nerf vague. Bref. Ce manque de sécurité intérieure, il est très intéressant à observer, parce que tant qu'on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas faire confiance. Et ça, c'est super important de le comprendre, en fait. C'est avant d'essayer de vouloir faire confiance en quelqu'un, en la vie, en une médecine, en une musique, un mentor, peu importe, la première chose que vous devez faire, c'est déjà de recréer de la sécurité intérieure à l'intérieur de vous-même. Je vais vous donner un exemple. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'essaie de lâcher prise sur un domaine en particulier, et j'y arrive pas. Je vois bien que j'arrive pas à lâcher. Donc je suis dans de la résistance, mais dans de la résistance pure et dure, vraiment de la résistance très intense. Je suis dans la résistance, je m'angoisse, je me stresse, je me ronge les ongles au sang. Et puis j'arrête pas de me répéter, non mais il faut que j'arrive à lâcher prise, faut que je fasse confiance. Devinez quoi, ça ne marche absolument pas. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que je ne peux pas lâcher prise étant donné que je me sens en danger. Je ne peux pas lâcher prise quand je me sens en survie. C'est comme si j'étais pendue dans le vide à une falaise et qu'en fait il y a juste quelqu'un qui me tend la main et qu'on me disait non mais lâche la main, tout va bien se passer, il y a quelqu'un qui va te rattraper en bas. C'est absolument pas possible. C'est absolument pas possible parce que je me sens en mode survie. J'ai l'impression que là je suis en train de me battre pour ma vie. Donc je me suis rendu compte qu'en fait je n'arrivais pas à lâcher prise parce que j'étais en manque de sécurité intérieure très profonde. Je ne faisais pas confiance à mon corps, comme j'expliquais dans l'avant-dernier épisode, je ne fais pas confiance à mon corps. Je suis dans un mode survie, j'ai peur de mourir. Je vous parle de choses profondes, je ne vous donne pas la situation concrète parce que c'est compliqué puis que c'est assez intime. Mais c'est vraiment des peurs qui sont viscérales en fait. J'ai peur de mourir, je me fais pas confiance, j'ai pas confiance en mon corps. Et surtout, plus que tout, j'ai tellement pas de sécurité intérieure que j'ai l'impression que je ne peux pas gérer et que ce qui m'arrive, c'est trop gros pour moi, que c'est impossible de faire avec, que je ne peux pas gérer et j'ai absolument besoin que quelqu'un m'aide et me soutienne parce que j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Vous voyez ce manque de sécurité intérieure, c'est aussi le manque de sécurité intérieure qu'on peut avoir quand quelqu'un crée une rupture avec nous, rompt avec nous largue, ou qu'on se fait virer, ou autre, c'est d'un coup, on a l'impression de tomber dans le vide, il y a tout qui s'écroule, on est dans une espèce d'insécurité intérieure immense en fait. C'est des moments qui sont très douloureux, mais c'est des moments qui nous enseignent beaucoup parce que ça nous enseigne aussi sur cette capacité qu'on a à revenir dans notre corps et à rapporter de la sécurité dans notre corps en nous disant en fait, attends, je vais pas mourir. Je suis en vie, c'est juste de l'émotion. Ok, je vais trouver une solution. Mon corps m'appartient. Ça s'appelle recréer de la sécurité intérieure. Et tout de suite, on revient à un état de confiance qui est beaucoup plus raisonnable pour qu'on traite l'information de la situation qui est en train de se passer de manière aussi beaucoup plus raisonnable.
Typiquement, moi, les fois où je me suis fait larguer et où j'étais amoureuse, autant vous dire que j'ai cru que j'allais crever, je commençais à paniquer. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que j'étais en train de crever, alors que non, c'était juste une rupture et que j'allais m'en remettre, en fait, même si c'est très douloureux. C'est une situation qui m'est arrivée à plusieurs reprises. Je vous raconte pas, encore la semaine dernière. Pour la petite anecdote très drôle, je suis arrivée au Mexique. En pleine nuit, je sens quelque chose qui est en train de me grimper sur la poitrine. Donc, je me mets assise et en fait, d'un coup, j'ai une douleur dans l'épaule énorme, une douleur énorme, donc je hurle, je me lève, je me lève, je retourne le lit, je me dis mince, c'est une araignée, qu'est-ce que c'est pas possible, je commence à paniquer parce que bon, les araignées et moi ça fait 8, comme leurs pattes, voilà, je panique, voilà, il était 3h du mat, je réveille mon chéri, enfin voilà, puis on trouve pas d'araignée, donc je suis en train de stresser, puis au bout d'un moment je me dis bon bah écoute, c'est pas une araignée, puis finalement on lève la couette, puis là on voit un scorpion. On voit un scorpion de la taille de la paume de ma main, donc ça fait pas rire. Puis sur le coup, je me dis bah c'est bon, c'est qu'un scorpion, c'est pas une araignée, je vais me rendormir, un scorpion ça va pas vite, on le met dehors, c'est bon. Et puis là me vient une pensée en fait, c'est un scorpion et on est au Mexique. Donc je prends Google, je regarde danger scorpion Mexique. Le truc qu'il faut jamais faire. Et puis je tombe sur tous les articles qui disent que les scorpions on peut en mourir, qu'au Mexique ils sont super dangereux, les situations d'urgence, qu'il faut très très vite aller à l'hôpital dans les 6 minutes. Et là, c'est le drame. Et là en fait, je commence à avoir une réaction qui est complètement déraisonnée, je commence à hyperventiler, à avoir le tournis, à commencer à avoir... j'étais au bord de l'évanouissement et j'ai cru que j'étais en train de crever. C'était que de la peur. C'était que de la peur. J'étais dans une telle insécurité intérieure parce que ce moment-là m'a fait peur, que j'ai commencé à avoir la peur de mourir, alors que c'était déraisonnable. Enfin, j'avais mal, mais voilà, j'avais pas de vomissement, j'avais pas de fièvre, j'avais rien de tout ça. C'était une réaction qui était extrême, en fait. J'ai rarement eu peur pour ma vie comme ça. Donc bref, je vous passe les détails parce que ça va pas forcément vous intéresser, mais en gros on est allé aux urgences à 3h du mat sur nos vélos en plein bacalar pour ceux qui connaissent, et puis finalement en arrivant à l'hôpital, la nana elle commençait à me sortir une seringue, à me dire oui bon bah voilà je vais vous injecter ça et tout, et je disais merde je vais vraiment crever, c'est pas possible, merde. Et non pas du tout, en fait c'était juste un antidouleur parce qu'elle pensait que j'avais mal, mais elle m'a dit non mais ça craint rien du tout en fait, les scorpions ici aucun problème, ils sont pas méchants. Je lui ai dit non bon bah remballez votre antidouleur, bref je vais me recoucher. Donc bref, je me suis recouchée puis il s'est jamais rien passé. Ça c'était si vous aviez envie de connaître la fin. Mais tout ça pour vous dire en fait que j'étais dans un état de panique déraisonnable. J'étais dans un état de panique qui fait que ça a alimenté des pensées, mais des pensées qui me torturaient en fait. Voilà. Donc quand on est dans cette phase où on est en train de vivre un inconfort, une peur, et qu'on commence à avoir peur pour notre vie, la première chose à faire, c'est vraiment de ramener de la sécurité intérieure. Et c'est pareil pour tout, pour vos relations, pour absolument tout. Un moyen de ramener de la sécurité intérieure, c'est justement d'aller jouer sur ce nerf vague. C'est pas le seul moyen, mais d'aller jouer sur ce nerf vague, ça va être par exemple par la respiration. D'avoir des respirations qui sont très calmes, qui sont très lentes, ça aide énormément, en fait, à stimuler le nerf vague et donc à activer, à basculer sur le système parasympathique. Moi, je me rends compte aussi que quand je suis beaucoup dans mon mental et que j'ai très peur et que je suis en train d'alimenter des angoisses, alors c'est très personnel parce que normalement ça dépend vraiment des gens et il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas. Le fait de respirer par le nez, ça alimente mon mental. Dans ces cas-là, je respire très calmement par la bouche, une petite respiration vraiment très calme, comme si j'aspirais par une paille et que je soufflais par une paille. Ça met mon mental en pause, et tout de suite, ça me réapporte de la sérénité. Donc la respiration, c'est un des moyens de rapporter de la sécurité intérieure, mais c'est pas la seule chose. Un des super moyens, en fait, c'est de se réapproprier son corps, tout simplement. C'est vraiment de reconnecter avec votre corps. Si vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en vous, qui manquait de confiance en les autres, qui manquait de confiance en la vie, qui manquait de confiance tout simplement, c'est que vous manquez de sécurité intérieure, reconnectez-vous à votre corps. Reconnectez-vous à votre corps en lui parlant, en le possédant, en le ressentant. Quand je ressens une émotion, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait du chaud, du froid, il y a une vitesse, il n'y a pas de vitesse, quelle est la sensation ? Est-ce que ça passe ? Observez ce que ça fait. Massez-vous, bougez, étirez-vous, vraiment reconnectez à votre corps et puis surtout repossédez-le dans le sens en fait où votre corps vous appartient. Votre corps vous appartient totalement, vous êtes le seul et la seule personne à pouvoir la posséder. Et c'est important de se l'approprier. Typiquement, une des peurs que moi j'ai beaucoup traversées ces derniers mois, c'est, alors là on va parler d'un truc un peu plus perché, c'est par rapport aux entités. Donc
Moi j'appelle ça des entités, vous appelez ça des esprits, vous appelez ça comme vous voulez, des entités, parce que sur mon chemin se situe le fait que je commence à en voir et à en sentir, alors que je n'en ai pas le désir du tout, que je ressens quand il y a une entité au bout de mon lit, donc ça me provoque des terreurs nocturnes pas possibles. Enfin bref, il y a plein de choses, donc je me fais accompagner, je me fais beaucoup aider, j'essaye d'apprendre à maîtriser ce entre guillemets cadeau, si on peut appeler ça un cadeau. Pour le moment, j'ai du mal à voir ça comme un cadeau, mais ça viendra, promis, je vous raconterai. Et donc en fait, ça me fait très peur parce que j'ai toujours peur que en fait, elle puisse me faire du mal physiquement, qu'elle puisse posséder mon corps, etc., etc. Et en fait, je suis sur ce chemin de réapprentissage en fait, mon corps est à moi et je peux décider ce qui y rentre ou ce qui n'y rentre pas. Même des entités, en fait, je peux leur dire fuck off, comme on dit en anglais, non, tu n'y rentres pas et terminé. C'est mon corps m'appartient, je suis en sécurité dans mon corps, je me sens bien dans mon corps, je fais confiance en mon corps. Donc c'est aussi des choses qu'on peut dire à voix haute, un peu comme des affirmations positives, sauf que l'idée c'est pas de se raconter des trucs auxquels on croit pas, l'idée c'est vraiment de prononcer ces choses-là, auxquelles on croit que notre corps nous appartient. Je suis la seule et unique personne qui possède mon corps m'appartient, et je peux décider comment m'y sentir. C'est un des moyens de réapporter de la sécurité intérieure. Mais plus que tout, vraiment pour moi, la confiance part du corps. C'est l'état de confiance, c'est un état. La confiance, c'est un état qui se ressent à l'intérieur. Ramenez de la confiance dans votre corps en conscientisant ce que vous ressentez, vraiment d'être dans le ressenti et dans le sentir. Ce que vous ressentez physiquement, ce que vous faites de votre corps, comment vous le bougez, comment vous le contrôlez, comment vous le maîtrisez, ce qui se passe à l'intérieur, comment vous le nourrissez. Reconnectez au corps, voilà. Ça apporte un grand état de confiance. Donc voilà, moi, en fait, ce que j'avais vraiment envie de vous dire sur la confiance, je sais pas si ça répondra vraiment aux questions qu'il y avait à ce sujet-là. En tout cas, c'est le chemin que je traverse moi en ce moment et ça me semblait très important de vous en parler, c'est que vous pouvez pas être bien dans une relation si vous n'êtes pas dans un état de sécurité intérieure. Vous ne pouvez pas lâcher prise si vous n'êtes pas dans un état de sécurité intérieure. Voilà, donc en fait, au lieu de se bourrer le mou en se disant il faut que j'aspire, il faut que j'arrête de contrôler, il faut que je donne tout, il faut que je tombe amoureux, machin, revenez à votre état de sécurité intérieure, reconnectez avec votre corps et réapportez de la confiance à l'intérieur, stimulez votre nerf vague, respirez, calmez-vous, méditez, voilà, faites ce qui est bon pour vous. Voilà les amis. J'espère que ça vous plaira et que ça vous apportera pas mal de petites choses. Je partage rarement mon expérimentation sur les sujets et mes connaissances, alors qu'en fait j'en ai pas mal, mais je me demande toujours si c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Et voilà, bon bref, en fait, voilà, tout simplement, je me suis dit que là, ça serait pas mal. Puis après, il y a encore une fois plein d'autres choses, il y a beaucoup de choses à aller chercher du côté même complément alimentaire et du côté nutrition pour la confiance en soi, tout simplement parce que certaines carences vont jouer sur certaines hormones, sérotonine, adrénaline, noradrénaline, dopamine, enfin bon bref, il y en a plein. Et typiquement, je vais vous donner un exemple, le fait de prendre du tryptophane ou du magnésium, etc. C'est des choses aussi qui peuvent favoriser cet état de sérénité. Bref, il y a tout un tas de choses. Les bains glacés, voilà, plein de trucs. Voilà, bref, j'espère que tout ça, c'est des choses qui pourront vous aider, mais s'il vous plaît, cessez de considérer que la confiance est un petit objet en cristal que vous remettez entre les mains d'une personne que vous aimez et c'est sa responsabilité de le casser ou pas. Ce n'est pas le cas. Ça vous appartient, c'est à l'intérieur de vous, ça ne sort pas de votre corps. Ça ne sort pas de votre corps. J'espère que ça aura pu déposer quelques réflexions en vous. Je vous embrasse très très fort. Si le podcast vous a plu, s'il vous plaît, partagez-le. N'hésitez pas. Mettez-moi un petit commentaire sympa sur Apple, par exemple, sur Apple Podcast, YouTube ou quoi. Ça aide toujours. C'est très important pour la visibilité, pour que le message se répande. Et puis voilà, tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime fort. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.